qu'on est tous passionnés par ce qui s'est passé, par ce qui continue de se passer, puisque ça ne s'arrête pas. Comment vous racontez ça? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que c'est le mot révolution ou c'est pas suffisant? Est-ce que... Non, je pense qu'on voit en fait la fin d'une époque dans le monde arabe. Hein. L'époque de la dictature qui a continué après l'indépendance. Tous ces pays ont été occupés, ils ont eu leur indépendance pendant les années 50 et 60, et ils ont commencé une époque de dictature. Maintenant, c'est la fin. Moi, je pense que c'est une question du temps. La Tunisie a commencé, elle nous a montré en Égypte que c'est possible. On a commencé l'appel pour le changement avant la Tunisie. En 2003, on a commencé le mouvement de Kipper, ça suffit. Mais aussi, voir le modèle tunisien, c'était très utile pour nous parce que c'est possible. Je me souviens très bien quand El Jazeera a annoncé que M. Ben Ali s'est échappé, que c'était vraiment une grande fête en Égypte. Et ça m'a vraiment, ça m'a intéressé beaucoup. Pourquoi les Égyptiens sont très contents. C'était très content, vous voyez. Et on est loin de la Tunisie, vous voyez. Mais en fait, je pense que, et même le New York Times a écrit qu'il y avait vraiment des discussions pendant la révolution égyptienne dans le gouvernement américain parce qu'ils ont dit que si la révolution va continuer en Égypte et M. Moubarak va quitter le pouvoir, on aura dans 3 ou 4 mois 2 dictateurs au minimum qui vont tomber. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, on parle d'une région qui commence déjà une nouvelle page. Et ça aussi explique beaucoup de choses. Vous voyez que quelques gouvernements arabes, surtout le gouvernement de Gaulle, ils sont absolument contre la révolution égyptienne. Absolument. Maintenant, ils ont commencé par dire des mots diplomatiques et maintenant c'est très clair. Il y a des émissions sur la télévision de Koweït contre la révolution. Ils ont proposé de payer de l'argent pour l'Égypte pour ne pas toucher Moubarak, pour ne pas le juger. L'armée égyptienne a refusé. Et maintenant, ils menacent parce qu'ils ont 5 millions. Il y a 5 millions d'Égyptiens qui travaillent là. Vous voyez. Et en Émirats, par exemple, ils ont commencé la semaine passée à refuser les visas des Égyptiens. Vous voyez. Pourquoi? Pas parce qu'ils aiment Moubarak. Oui, ils aiment Moubarak, peut-être au niveau personnel. Et aussi, il y a pas mal de business entre eux, les fils de Moubarak et les princes du Golfe. Mais je pense que la raison est beaucoup plus importante. La raison qu'ils connaissaient bien que le fait que l'Égypte va juger le président, l'ex-président, ils vont être jugés dans un moment donné. Alors ils se défendent, vous voyez. Et moi j'ai écrit un article parce que M. Moubarak, il était devant le juge et c'était publié dans un journal égyptien et le juge lui a dit quel est votre nom et qu'est-ce que vous faites. Et Moubarak a dit mais vous êtes fou, je suis le président. Il a dit non, vous étiez le président, maintenant vous êtes un citoyen égyptien et s'il vous plaît, ne parlez pas autrement. Et moi je pense que cette rencontre entre le juge et Moubarak, j'ai écrit ça dans un article, est vraiment une nouvelle page pour tout le monde. Parce que on a commencé en Égypte la démocratie très tôt, on a eu le premier parlement de la religion, la première constitution et tout. On n'est pas vraiment, on est très proche du concept démocratique que le président est un citoyen en fait. Ce n'est pas le cas dans quelques pays de Golfe. Dans quelques pays de Golfe, on parle de prince ou on parle du roi comme le père. Et ça, c'est très dangereux parce que chacun a son père. Moubarak n'est pas mon père en fait. Et même si mon père ne peut pas tuer, il nous a tués, hein, il nous a volés. Donc, je ne pense pas que le père doit faire ça. Mais comment comprendre le jeu justement de ces pays du Golfe? Parce qu'ils soufflent le chaud et le froid dans le conflit yéménite.
Ils semblent avoir proposé une solution qui soit aujourd'hui acceptée par l'opposition. Ils ont intervenu, ils ont donné leur accord pour les frappes sur la Libye, mais en même temps, chez eux, rien ne semble bouger vraiment. Non, mais parce qu'il y a l'argent, vous voyez, il y a l'argent, ils sont des pays, une population qui n'est pas grande, et ils sont bien payés par les places, vous voyez. Alors, si vous êtes bien payé, peut-être... On dit en africain, on ne parle pas la bouche pleine. C'est une marque de politesse. Je pense que ça va, le changement va arriver au pays de Golfe. Mais je pense, à mon avis, que ce sera un peu plus tard que les autres pays. Le Yémen, je pense que le cas est fermé. C'est terminé, M. Salah. Le Yémen. La Syrie, on peut voir comment un dictateur est préparé pour tuer tout le monde. La Syrie, c'est vraiment un criminel. Et Moubarak aussi, on sait maintenant qu'il a donné des ordres pour l'armée égyptienne pour tuer et c'est l'armée qui a refusé. Je répète que M. Kadhafi était un cas psychologique. Mais qui a été affecté aujourd'hui, puisqu'on a appris que donc son fils et ses deux petits-enfants ont été assassinés dans une frappe de l'OTAN. Gilbert, autant chacun des pays du monde arabe et du Maghreb a la fierté de revendiquer sa singularité, les Tunisiens tiennent vraiment à dire que ce qui s'est passé chez eux, c'était interne, qu'ils n'ont pas eu besoin des interventions américaines comme on en a connu en Irak. En même temps, tous ces mouvements semblent suivre le même schéma, quoi. Les mêmes dictateurs qui tiennent 3 discours avant finalement de décider de plier bagages. Comment on explique qu'à la fois il soit si singulier et si commun finalement, autant dans la réaction que dans les conséquences? Mais parce que les dictateurs sont communs, tout simplement. Ils suivent un même processus mental qui consiste à tenir d'abord ou à tenter d'éliminer son peuple, une réaction qu'on voit aujourd'hui en Syrie et Kadhafi et même au Yémen à un moment donné, où il va tenter de s'accrocher au pouvoir dans une deuxième étape, donc il va lâcher du lest, enfin en apparence. Et puis moi ce qui me fascine quelque part, c'est l'absence totale de recul. C'est qu'ils voient bien, quand on voit, bon, c'est vrai que comme dit Allah, Kadhafi c'est vraiment un cas très particulier, le type qui vous dit mon peuple m'aime, et quand Christiane Amanpour lui dit mais attendez, nous avons vu des manifestations, il lui répond oui, d'amour. C'est-à-dire que là on a vraiment un cas, l'amour vache, très particulier. Mais le dictateur au départ, qu'est-ce qu'il fait? Ou il détruit son peuple et il dit après moi le déluge, alors Adolf Hitler, qui va jusqu'à dire le peuple allemand est responsable de sa propre défaite, ou alors il tente la démarche classique. Je vais lâcher du lest, je vais m'accrocher, et aucun d'entre eux n'a le sens de se dire mais mon Dieu, je sais pas moi, mon peuple ne veut plus de moi. Ils n'arrivent pas. Mais ils y voient. Ou alors leur entourage, il semble que, et Alain est beaucoup plus instruit que moi sur la cause, il semble que le deuxième discours de Moubarak, il était prêt à partir, paraît-il, mais c'est son fils ou ses fils qui l'auraient dissuadé. De toute façon, il y a le problème ici que la littérature a dessiné l'image de surtout Vargas Llosa et Gabriel García Márquez. Ils ont dessiné l'image du dictateur dans les derniers moments. Et ils sont tous pareils parce que, et c'est quelque chose vraiment qui est une surprise, c'était une surprise pour moi, que ce qu'on appelle en anglais le self-image du dictateur est vraiment très positif. Il croit vraiment que c'est un héros. Malgré le fait qu'il a commis tous les crimes, il a tué tout le monde, il a torturé, mais il croit vraiment que c'est un héros pour sa patrie, et il a fait beaucoup. Alors, il y a un cycle, et si on pense vraiment, et intéressamment, c'est le même cycle qui se répète. Il commence par... pourquoi il a une image si positive? Parce qu'il est séparé de la réalité depuis longtemps, des années. Hein. Il est entouré par des gens qui ne disent jamais la vérité, ils disent ce qu'ils veulent entendre. Alors, dans un moment donné, quand il y a une révolution, ils font tous la même chose. Ils commencent par ce qu'on appelle total denial.
Ça n'existe pas la révolution. Et, par exemple, en Égypte, il y avait le 3e jour de la révolution, 25, 26, 27, M. Moubarak a dit qu'il annonçait qu'il va à l'inauguration du Salon du Livre. Vous voyez, en Égypte, il y avait la révolution partout et on a oublié même qu'il y a un salon du livre. Hein? Mais lui, il ne veut pas, il veut pas voir ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième, il ne peut pas croire. Alors il dit que non, ce sont des agents poussés et payés par des ennemis. Ils ont des agendas. Et ça a été répété partout, en Syrie, en Libye, en Égypte. Ça, la deuxième étape. Ils ne sont pas mon peuple même. Hein? Je ne crois pas ça. Ça, ce sont les ennemis qui ont payé 20 millions de personnes. Hein? Qui ont payé 20 millions de personnes pour dire qu'ils ne veulent pas. La troisième étape, j'essaye de faire tout ce qui n'est pas demandé. On demande que vous devez vraiment quitter le pouvoir. Alors moi, je change le gouvernement. Vous voyez, comme si, par exemple, je voudrais avoir ce verre et vous me donnez le microphone. Je dis non, je veux ça et vous donnez ça. Vous voyez? Alors ça, c'est la troisième étape. Et ils font tous comme ça. En Syrie, on fait ça. On a changé le gouvernement. Au Yémen, on a changé le gouvernement. Il ne s'agit pas du gouvernement. La quatrième étape qui existe maintenant au Yémen et en Syrie, c'est ce qu'on appelle l'étape du tigre blessé. Parce que il ne peut pas vraiment croire que le peuple ne veut plus qu'il soit au pouvoir. Alors il commence vraiment à être très agressif. Et c'est ça l'étape vraiment la plus... Et c'est arrivé en Égypte aussi. Hein? Il est préparé pendant cette étape de tuer tout le monde. Parce qu'il ne veut pas voir. Il casse le miroir. Hein? La dernière étape, c'est l'étape de M. Ben Ali, je vous ai compris. Et il s'échappe, ou il reste, ou la révolution. Mais c'est très intéressant, oui, c'est très intéressant qu'ils font tous la même chose. Tous la même chose. Est-ce que vous allez écrire un roman sur ce qui s'est passé, ce qui se continue à se passer aujourd'hui en Égypte? Je ne peux pas décider en fait, mais j'étais inspiré parce que, vous voyez, la révolution pour moi c'est une expérience parmi les expériences les plus puissantes et profondes que j'ai vécues. Je laisse un espace et si ça continue, oui, je suis sûr que je vais écrire. Et vous, Gilbert, est-ce que vous avez envie de prendre du recul pour vous laisser imprégner encore un peu plus de ces histoires ou il est important de l'écrire là maintenant? On ne sort pas de cette expérience de manière intacte. Donc tôt ou tard, dans l'inconscient de l'écrivain, en tout cas, va sûrement germer quelque chose. Quand, sous quelle forme, je ne sais pas, mais je crois que comme à l'âge, j'ai vécu cette expérience. J'étais hélas pas sur place, mais je l'ai vécu dans mes tripes. J'étais collé à mon poste de télé du matin au soir. J'ai essayé de participer au maximum d'émissions. Comme je disais en plaisantant, j'étais l'Égyptien de service, donc j'étais sollicité. Mais j'ai vécu ça avec vraiment beaucoup d'émotions, d'admiration, parce que vraiment, je ne pensais pas que ce peuple aurait eu le courage de faire ce qu'il a fait, et avec la dignité avec laquelle ça s'est passé. Donc c'est certain qu'il y a des traces qui se sont déjà inscrites. Sous quelle forme elles ressortiront du point de vue littéraire Là, quand on est au cœur de la tornade et que l'histoire est en train de se faire, qu'est-ce qu'on a comme émotion? Est-ce qu'on a le vertige? Est-ce qu'on restait lucide? Était-il possible de rester lucide pendant ces quelques jours où tout a basculé finalement? Non. Je devais être dans la rue avec les gens. Je pense que l'écrivain doit toujours faire ce qu'il dit. On ne peut pas
on ne peut pas écrire pour la démocratie, et quand il y a une révolution, on reste chez lui, on ne peut pas faire ça. J'ai participé à la révolution dès le premier moment jusqu'à la fin. Je me dis que j'ai vécu vraiment des moments uniques de ma vie. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai appris par exemple qu'on utilise beaucoup de termes au niveau théorique. J'ai écrit plusieurs fois le terme peuple dans mes articles et mes romans. La première fois que j'ai senti qu'est-ce que ça veut dire le peuple, c'était à la place Tahrir, en fait. Et la mort, par exemple, la mort c'est une idée, c'est un menace, c'est quelque chose que... Moi, vraiment, j'ai vécu la mort. J'ai vécu que vous parlez avec quelqu'un et le régime a commencé à utiliser des tireurs isolés le vendredi 28 à 13h30 et vous parlez avec quelqu'un et après 2 minutes, il n'est plus, il est mort. Ouais. Je me souviens même, ça m'a passé 2 fois ce vendredi 28, et je me souviens même de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que tu dois écrire sur la révolution. J'ai dit oui, absolument. Il a dit mais quand? Et je lui ai dit mais après la révolution, je ne peux pas écrire maintenant. Alors il s'est mis à rire et il s'est éloigné 2-3 mètres et je parlais avec quelqu'un d'autre. C'était devant l'université américaine à Centreville et j'ai entendu un son et il y avait des cris et je suis allé, il était mort. Et parce que on tirait pour tuer. Oui. Vous avez des doutes? Il y a eu des moments de doute où là vous aviez l'impression que la déferlante, il n'y avait plus rien qui pouvait l'arrêter? Non, c'était le moment quand ils ont commencé à tuer les Égyptiens que j'étais sûr que c'est fini pour moi. Vous voyez, parce que vous voyez, la peur c'est une barrière. Et cette barrière est toujours utilisée par la dictature. Si vous dépassez cette barrière, parce que vous êtes en train de tuer les gens, mais ils n'auront jamais peur, vous voyez, parce que le risque n'est plus un risque, c'est une réalité. Alors on s'en fout. Quand vous dépassez la barrière de peur, je pense que c'est irréversible. On ne peut jamais reculer. Et aussi, c'est ce qui m'a étonné qu'ils étaient en train de tuer les gens et les gens jamais reculé. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je suis rentré, j'ai lu pour comprendre pourquoi on fait ça. Parce que c'est normal qu'on ne voyait pas les terreurs isolés. Et on ne savait pas comment ils choisissaient les gens pour les tuer. Vous voyez? Alors, c'était incroyable. Et ce que j'attendais des gens, que peut-être ils devaient reculer ou s'échapper. Non, c'était le contraire, ils s'avançaient. Alors, j'ai lu des articles de psychologie que dans un moment donné de la Révolution, on ne se sent plus comme individuel. On n'est plus je. Le je devient nous. Alors, on s'en fout de notre sécurité personnelle. On devient un élément dans un grand corps qui est déterminé vraiment d'aller au bout. Vous voyez? Et pour moi, j'ai compris ça. Alors j'ai appris beaucoup de choses. Allez, il nous reste quelques minutes, on a le temps de prendre quelques-unes de vos questions. Madame derrière, vous êtes la première.
question. Ma question est plus facile. Merci, oui, je ne dis pas que j'ai jamais dit que Jazeera vraiment est une chaîne parfaite, mais il y a une tendance, oui, Jazeera, parce qu'il y a des calculations, le mouvement, c'est pas seulement Jazeera en fait, c'est pas mal de gouvernements arabes aussi, parce que c'est une question de Shia à Sunna, et même, et moi je pense que c'est un acte révolutionnaire ce qui s'est passé à Bahreïn. Alors, il y a vraiment de la justice à Bahreïn, parce que moi j'ai visité Bahreïn, je connais exactement ce qui se passe, j'essaye de connaître ce qui se passe. Alors, il y a un grand problème, vous voyez. Alors, moi je pense que Jazeera, parce que